Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique. Dans 3 semaines, 21 jours, nous votons. Ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Plus que jamais, tous les candidats sont sur le pont, évidemment. Et ce midi, comme la semaine dernière, plusieurs invités vont se succéder sur ce plateau ou en duplex. Valérie Pécresse pour les Républicains, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le 10e anniversaire. Il y a eu plusieurs jours, mais 10e anniversaire avec une cérémonie à Toulouse de la tuerie, des tueries de Mohamed Merah, qui avait fait 7 tués, notamment dans l'école juive de Toulouse. Emmanuel Macron y est en ce moment avec les deux anciens présidents de la République. Des lois antiterroristes ont été adoptées sous ce quinquennat, notamment certains aspects des lois d'urgence ont été inscrits dans la loi, comme le suivi des terroristes ou des radicalisés. Est-ce qu'il est possible d'aller plus loin? Alors d'abord, je veux dire évidemment en ce 10e anniversaire, tout mon soutien et toute mon affection aux familles des victimes. Je me suis moi-même rendue à l'école Hortora il y a quelques jours, voir le directeur Yakov Monsonego et sa femme, et retrouver toute la communauté des anciens élèves qui étaient venus pour témoigner son affection. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas encore pris totalement la pleine mesure de cette menace islamiste. Et dans mon projet pour la France, il y aura une grande loi constitutionnelle dans laquelle on affirmera toute une série de principes sur la sécurité, sur l'immigration et sur la lutte contre l'islamisme. Notamment sur le terrorisme. Notamment sur le terrorisme. D'abord, il y aura dans la Constitution le fait que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour échapper à la loi commune. La loi de la République est au-dessus de la foi. Et puis pour tous les terroristes islamistes qui vont sortir de prison, il y en aura des centaines dans les années qui viennent, je souhaite qu'on instaure des peines de rétention de sûreté, comme on l'a fait pour les dangereux psychopathes. C'est-à-dire un surplus de peine. Ça veut dire quand ils sortent de prison, ils sont retenus dans des lieux et ça permet de contrôler leurs allées et venues. Parce que on ne peut pas. En fait. C'est une peine de rétention de sûreté pour des personnes qui continuent d'être radicalisées, qui n'ont absolument pas abjuré leur fanatisme. Et puis, j'ajoute qu'il n'est plus possible qu'aujourd'hui, la consultation habituelle des sites djihadistes ne soit pas pénalisée. Avec moi, elle le sera. Et par ailleurs, tout étranger qui prêche la haine sera renvoyé immédiatement. Il pourra être déchu, y compris s'il a eu un droit d'asile. Parce que vous dites que ça entrera dans la Constitution. Ce sera par un référendum? Ce sera par un référendum. Il y aura un référendum constitutionnel et il y aura une charte qui permettra d'assurer mieux la sécurité des Français et de lutter beaucoup plus efficacement contre l'islamisme. Je souhaite aussi que le fait d'être radicalisé puisse être une cause réelle et sérieuse de licenciement, parce que les entreprises le demandent et qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible. On va parler de la Corse maintenant, qui s'invite dans la campagne présidentielle. Emmanuel Macron et le gouvernement annoncent des discussions qui pourraient commencer dès le 1er avril, donc avant la présidentielle. Il se passe peut-être quelque chose le 10 avril. Sur le statut d'autonomie de Corse. Est-ce que vous êtes pour plus d'autonomie pour la Corse? Mais vous voyez, c'est la différence, toute la différence entre Emmanuel Macron et moi. Je suis pour une république des territoires. Je suis pour la plus grande loi de décentralisation qui ait jamais été faite depuis les lois de fer. Pourquoi? Parce que depuis la crise Covid, je me suis rendu compte que plus on était prêt, plus on était efficace et qu'il fallait que l'État lâche prise. Et puis il y a des doublons à tous les étages. C'est pour ça qu'on est champion du monde des impôts. Sur la Corse. Oui, mais alors j'y viens. Moi, je suis favorable à l'autonomie de la Corse dans la République. Et je l'avais dit il y a des semaines, de la même façon que je suis favorable à l'autonomie des régions et à l'identité régionale dans la République. Mais ce qui se passe, c'est pas du tout ça. On a un président qui cède à la rue. On a un président qui, après avoir pendant 5 ans méprisé les territoires, méprisé les régions, méprisé la Corse, aujourd'hui, parce que la rue bouge, cède à la rue et dit je donne l'autonomie. Quelle serait la limite à l'autonomie à la Corse pour vous? On ne peut pas donner l'autonomie sous la menace. Et donc je pense que l'autonomie républicaine, eh bien, elle se négocie. Et elle se négocie. Quelle est la limite? Elle se négocie en ne faisant pas de la Corse, j'allais dire, un territoire ultramarin comme la Polynésie. On donne l'autonomie à la Corse, mais avec le respect aussi de la République et de l'intégrité républicaine. Et le rattachement à la métropole, c'est ça. Vous dites, c'est pas une collectivité territoriale d'outre-mer. Il n'y a pas de co-officialité de la langue, il n'y a pas de reconnaissance du peuple corse en tant que tel. Le gouvernement a annoncé par ailleurs des mesures pour faire baisser... Mais c'est très inquiétant d'avoir un président qui cède à la rue systématiquement, qui cède aux revendications de la rue, parce que ça veut dire qu'il n'aura pas le courage de faire les réformes difficiles que le pays réclame. Le gouvernement a annoncé par ailleurs des mesures pour faire baisser les prix des carburants pour les Français, pour certaines professions, les agriculteurs, les transporteurs routiers par exemple. Des prêts garantis d'État vont être débloqués de nouveau. Il y en a depuis le début pour 25 milliards d'euros. Diriez-vous, pour reprendre votre expression, que le gouvernement, là encore, crame la caisse?
Je crois qu'il faut évidemment que les mesures qui sont prises de rétorsion contre la Russie, nous atténuons l'impact qu'elles ont pour Donc le là, c'est peuple plutôt bien. français. Bah, oui, mais ça ne va pas assez loin. Aujourd'hui, moi, ce que j'avais réclamé pour l'essence, c'est que l'État rende tout le surplus des taxes qu'il a collecté grâce à la hausse des prix. Et on me dit que le surplus des taxes, c'est 25 centimes. Or, il ne rend que 15 centimes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi on ne rend pas l'intégralité du surplus des taxes. Il n'est pas normal que l'État se fasse des bénéfices sur la hausse des prix. C'est ce qui va être fait à partir du 1er avril, là aussi, avec 15 la remise centimes au lieu de 25. Ouais. Et puis, par ailleurs, il y avait une demande des entreprises qui me paraissait tout à fait légitime, c'est qu'elles puissent faire, comme elles font des chèques restaurants défiscalisés, qu'elles puissent faire des chèques carburant à leurs salariés qui viennent travailler. Là encore, je n'ai pas compris pourquoi le gouvernement ne l'avait pas fait. Là, donc le gouvernement fait, mais il ne répond pas. Il ne répond pas. Dans ces cas-là, il faut demandes. ouvrir les vannes. Non, il faut rendre l'argent qui rentre dans les caisses de manière indue. Alors vous défendez, vous, un programme de rupture avec Emmanuel Macron. Dans le même temps, vous accusez Emmanuel Macron de faire un copier-coller de votre programme. Comment allez-vous faire pour empêcher vos électeurs qui seraient tentés d'aller vers Emmanuel Macron pour le premier tour? D'abord, je leur dis qu'il y a un fossé entre Emmanuel Macron et moi sur les questions d'autorité. Il est dans le déni. Je vous donne un exemple. Mais moi, sur la sécurité, je veux des peines planchées. Je veux l'impunité zéro. Je veux que quand on s'attaque à une figure d'autorité, ce soit 1 an de prison ferme. Et toutes ces mesures de sécurité, de sanctions, Emmanuel Macron n'est pas à l'aise avec. Donc, il reste dans la culture de l'excuse. Votre grosse différence avec Emmanuel Macron, c'est la sécurité. L'autorité, l'immigration. Moi, je veux une politique qui reprend le contrôle des frontières. Je veux des quotas migratoires où on choisit qui on accueille. Et c'est 0 visa si on ne reprend pas les clandestins. Mais là, vous risquez d'être en concurrence avec Marine Le Pen. Non, parce que moi, je fais des quotas et donc je choisis. Je ne traite pas de la même façon des pays qui sont collaboratifs, avec lesquels nous avons de bonnes relations. Prenons le Japon, par exemple, et un pays comme le Mali qui refuse de reprendre ses clandestins et qui, en plus, insulte la France. Donc mes solutions sont beaucoup plus efficaces que celles de l'extrême droite. Et puis, sur les réformes, je suis beaucoup plus audacieuse sur le pouvoir d'achat, par exemple. Je propose d'augmenter de 10% les salaires nets, parce que je veux que cette France qui travaille, elle soit récompensée, et je veux une vraie différence entre l'assistanat et le travail. Dès juin, je ferai 1/3 de suppression des cotisations retraite sur les fiches de paye pour qu'il y ait 3% de hausse des salaires. Du RSA compte 15 à 20 heures d'activité. Ça ressemble un petit peu à ce que vous proposez. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron essaye de reprendre un certain nombre de mes mesures, parce qu'il sait qu'elles sont populaires, et notamment dire que quand on touche le RSA, on doit avoir une contrepartie de 15 heures d'activité. Sauf qu'avec moi, ce sera obligatoire. Sinon, on n'aura plus le RSA. Avec lui, c'est volontaire. Donc, il ne se passera rien. Comme d'habitude, c'est dû en même temps. C'est de l'eau tiède. Moi, j'ai un programme de vraies réformes et je lutte contre l'assistanat. Et j'ajoute que je fais aussi la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire que je dis qu'au bout de 6 mois, quand on gagne plus de 2 000 € et qu'on a moins de 50 ans, au bout de 6 mois, on doit prendre soit une formation au métier qui recrute, soit on baisse son allocation chômage de 30%. Je veux une société du travail, je ne veux pas une société de l'assistanat. Valérie Pécresse, hier, chez nos confrères de France 2, vous avez ébauché ce qui pourrait être votre gouvernement si vous étiez élu à l'Élysée. Et vous avez cité des noms, Pierre de Villiers à la Défense, Teddy Riner au sport ou Leila Slimani à la francophonie. Aucun n'a donné suite à votre proposition. Ils ont même des fois un peu réagi en disant non, surtout pas. Est-ce que vous avez parlé trop vite ? Mais attendez, je n'ai absolument pas voulu donner un casting gouvernemental. Et d'ailleurs, je vous le dis très clairement, j'ai derrière moi une équipe de professionnels de la politique aguerris qui va de François Baroin à Xavier Bertrand, de Michel Barnier à Éric Ciotti. Donc quand vous avez nommé ces gens-là... De Annie Genevard à Florence Portelli... ou Christelle Morançais. Donc vous avez assez pour faire un gouvernement. Non, mais d'abord, non, mais c'est pas ça. C'est que surtout, j'ai reproché à Emmanuel Macron de faire un gouvernement d'amateurs et je veux un gouvernement de professionnels. Mais on m'a demandé sur France 2 pas du tout ça. On m'a dit est-ce qu'il y a des personnalités de la société civile qui incarnent votre projet? Alors j'ai dit bah oui, moi je veux un projet de défense très puissant. Donc je veux par exemple que nos troupes aient des munitions pour pouvoir mener des combats. Donc j'ai dit un général. J'ai un projet très puissant sur les valeurs de la République et sur l'effort, le travail, le mérite. Donc j'ai cité un grand sportif. Et j'ai un projet où je veux mettre le français au cœur. Ouais. Donc j'ai cité la déléguée à la francophonie. Vous ne leur avez pas parlé avant, du coup ils ont été très surpris. Mais non, mais à aucun moment je ne leur ai fait d'offre d'embauche
ni de propositions. Et je les rassure tout de suite, il n'y a absolument pas dans mon état d'esprit l'objectif de les faire entrer dans ce gouvernement de professionnels que j'appelle de mes voeux. Toute dernière question, très rapide. Emmanuel Macron envisage éventuellement, après la présidentielle, de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut, d'après vous, dissoudre aussitôt après la présidentielle ou pas? Mais il y a une différence entre Emmanuel Macron et moi, c'est que si je suis élu, je prendrai mes fonctions le 14 mai et que les législatives, normalement, doivent avoir lieu le 19 juin. Donc, la dissolution n'est possible que pour le président sortant, parce que lui, il reste président à partir du 27 avril. Et s'il le fait, s'il dissout, ce serait une erreur? Écoutez, c'est sa décision, mais moi, je veux être présidente de la République. Et si je suis présidente de la République, je veux prendre le temps de construire ce programme législatif et ces 100 jours, parce que je veux que dans les 100 premiers jours, on change tout dans le pays, à la fois sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'ordre, sur la reprise de contrôle des frontières et sur les grandes réformes. Et je rappelle que j'ai 2 fois plus de baisse d'impôts que Emmanuel Macron dans mon programme. Merci Valérie Pécresse. On va rejoindre maintenant Jean-Luc Mélenchon.